Salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille une fois de plus dans mon bazar pour vous parler de jeux de rôle, comme d'habitude. Sauf que avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je vais ouvrir une petite parenthèse, juste pour vous dire, bah déjà la lumière, j'espère que ça vous plaira. J'ai changé les lumières jaunes contre des lumières blanches et je pense que ça va rendre beaucoup mieux niveau vidéo. J'espère que le son, lui, est bon. Je m'excuse pour la vidéo Pathfinder qui a un son pas terrible. Je m'en suis pas vraiment rendu compte au montage et c'est en visionnant sur d'autres appareils que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une différence de son. Donc je m'en excuse. Et pour le montage, je suis désolé si les deux premières vidéos font parfois un peu erratiques. Je débute vraiment dans le montage, mais ça va aller en s'améliorant, j'en suis sûr. Je m'en excuse pour les deux premières vidéos si vous les avez visionnées. Et sinon, bah, bienvenue, hein, voilà. Donc, fermons la parenthèse. Passons à la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous présente? Je vous présente le jeu de rôle Kawaii, un jeu écrit et édité par son auteur, qui est Michael Ryers. Donc un jeu de rôle qui fait l'actualité. Il est sorti il y a quelques semaines au moment où j'enregistre cette vidéo, qui pourrait être rapproché d'un monde avec des créatures et des dresseurs qui s'affrontent contre d'autres créatures et d'autres dresseurs. Bref, je vais pas faire de suspense, Pokémon. Mais je trouverais ça vraiment très réducteur de rapprocher Kawaiians de ces Pokémon le jeu de rôle. Je trouve que c'est vrai, mais en même temps c'est complètement faux. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Tout d'abord, sachez que c'est un jeu qui est accessible aux plus jeunes. L'auteur dit que c'est à partir de 8 ans. Et après lecture, j'aurai absolument aucun problème à faire jouer ma fille de 8 ans. Avec quelques adaptations cependant, on y reviendra. Avant tout, qu'est-ce qu'on joue dans Kawaii 1? C'est quoi le jeu finalement? Dans Kawaii 1, vous allez pouvoir incarner des petites créatures qui sont mi-élémentaires, mi-animales. Par exemple, un chien, deux feux, pouf, ça fait un caninos. Voilà, ça c'est pour le monde de Pokémon, mais là vous pourrez inventer les vôtres. Dans Kawaii 1, vous allez non pas jouer des créatures qui sont trimballées dans des Kawaballs pour aller combattre d'autres Kawaiiens pour que leurs dresseurs puissent récupérer des badges et aller affronter la ligue et devenir le plus grand de tous les dresseurs. Absolument pas. Dans Kawaii 1, pour faire simple, vous allez jouer des créatures qui sont un peu prisonnières du monde dans lequel elles vivent. C'est-à-dire que les Kawaiiens sont là depuis 30 ans, vivent avec les humains depuis 30 ans, ont été coupés de leur monde natal. Ils viennent d'un autre monde et ils ont été coupés et ils sont vraiment prisonniers du monde des humains et la cohabitation est parfois difficile. Difficile dans plusieurs sens. Notamment parce que les humains autrefois étaient terrorisés par les Kawaiiens qui arrivaient à passer d'un monde à l'autre pour, bah en fait, ils venaient un peu foutre la merde finalement, mais donc les humains ont acquis cette terreur, et malgré les 30 ans qui sont passés, et ben finalement cette terreur n'est jamais forcément tombée. Il y a encore des gens qui pensent du mal des Kawaiiens, etc., etc. Vous avez notamment les éleveurs, donc pas les dresseurs, mais les éleveurs dans ce monde-là qui sont absolument pas vos amis. Ce sont des espèces de cinglés esclavagistes qui veulent à tout prix vous coller une seringue dans le corps pour vous injecter un sérum d'obéissance qui va vous obliger à leur obéir, même s'il y a quelques petites particularités, mais en grosso merdo c'est ça. Ils vont vous capturer pour pouvoir vous vendre à d'autres gens qui deviendront par la suite vos propriétaires. Et vous allez servir en gros d'esclaves, que ce soit d'esclaves médicales, ça peut être le chef du village qui vous achète pour soigner les gens du village ou qui vous achète pour aller réparer les routes, mais en tout cas vous serez condamné à pas une vie mais à une période de servitude qui peut se transformer en une vie si jamais vous n'arrivez jamais à vous libérer de vos chaînes, ou si personne n'arrive à vous libérer ou quoi que ce soit, mais tout ça c'est expliqué dans le livre. Dans Kawaii 1, j'aimerais avant tout souligner les efforts de l'auteur et l'implication de l'auteur dans son monde pour vous proposer un monde qui est crédible, cohérent. Là où les auteurs de Pokémon, finalement, en fait, ils vous ont jamais proposé quelque chose de cohérent. Ce que j'entends par là, c'est que l'auteur vous explique exactement comment fonctionne un Kawaii, comment est-ce qu'ils fonctionnent entre eux, comment est-ce qu'ils vivent entre eux, mais aussi avec les humains. Il vous présente même le monde des humains, alors que techniquement on pourrait s'en foutre. Mais il vous présente tout ça et le tout rend le tout très cohérent, très logique. Exemple, tout bête. Vous prenez Pokémon, nous savons qu'il y a des fermes. Est-ce que vous avez déjà vu une vache normale dans Pokémon? Est-ce que pour manger un steak, les humains tuent une vache? Non, il n'y a pas de vache normale, du moins j'en ai jamais vu. Par contre, il y a des taureaux. Donc les humains mangent des taureaux très certainement dans les fermes et tout ça, et vont manger des taureaux.
Là où dans Kawaii, l'auteur prend bien soin de vous expliquer que comme les Kawaii ne viennent pas de ce monde-là, les animaux classiques qu'on a nous existent et font partie de la vie des humains, et donc ce sont malheureusement eux qui servent de nourriture aux humains, mais un kawaïen ne peut pas être chassé pour la nourriture. Un kawaïen ne peut pas être mangé pour la simple et bonne raison que si jamais quelqu'un tue un kawaïen, celui-ci va, je ne vais pas vous spoiler ça, mais il va se passer quelque chose qui va le rendre complètement immangeable. Et je trouve ça absolument très bien de la part de Michael d'avoir expliqué tout ça, mais ça va vraiment de la nourriture, ça va de le sexe parmi les kawaïens, comment est-ce qu'ils font pour se reproduire. Il n'y a pas de sexe, je vous rassure, mais comment est-ce qu'ils font pour se reproduire. Il faut savoir qu'un kawaïen obéit à plusieurs lois. Exemple, laisse les outils aux humains. Voilà, tu n'as pas à utiliser des outils, tu es un kawaïen et tu n'utilises pas l'outil des humains. Alors, vous allez voir que dans le livre, il y a par exemple ce personnage, un guerrier hérisson. Oui, les jeux de mots, waouh, vous allez en manger des jeux de mots. Mais voilà, par exemple, ce personnage, le guerrier hérisson, lui, vous le voyez, il est en armure, il a une épée, etc. Mais en fait, il va jamais s'en servir pour combattre. C'est purement décoratif. En tout cas, vous n'allez jamais utiliser des armes, des armures, etc. Vous allez vous battre avec vos capacités naturelles ou élémentaires. Donc animales, comme la morsure par exemple, ou élémentaires comme un souffle de feu, mettons. Donc vous allez toujours vous battre avec ça et ne jamais utiliser les outils des humains. Un kawaïen se doit aussi de protéger ses amis. Alors ça c'est quelque chose que je trouve très bien. Le PVP n'est pas quelque chose dans le jeu. Voilà, deux joueurs ne peuvent pas se combattre entre eux, notamment pour essayer de se voler mutuellement leur essence spirituelle. Qu'est-ce que l'essence spirituelle? On y arrive. L'essence spirituelle, c'est au niveau de la loi numéro 3, évolue en combattant. Alors, les kawaïens ont un cycle biologique un peu particulier. Ils ont un peu trois stades, c'est-à-dire enfant, adolescent, adulte. Et leur moyen de subsistance, c'est de manger des feuilles. L'énergie spirituelle, l'essence spirituelle est répartie partout sur la planète qui vous sert de cadre de jeu. Et en mangeant des feuilles, de la nourriture, c'est comme ça qu'ils se nourrissent et ils mangent de l'énergie spirituelle qui est contenue dans les feuilles. Mais quand ils sont adultes, ils ne peuvent plus grandir. Ils sont adultes en fait. Ils ne peuvent pas évoluer, donc passer à leur stade supérieur de vie, s'ils ne se battent pas avec d'autres kawaïens qu'ils ne connaissent pas. Puisque sinon ça rentrerait en conflit avec la loi numéro 3, à savoir protège tes amis. Donc ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Je vais un peu mêler ces deux lois là, mais essayez de me suivre. Les kawaïens doivent combattre pour pouvoir continuer leur vie, évoluer dans leur vie. Sinon, ils ne changeront jamais et c'est quelque chose qui est anti-loi 2. Ça, c'est quelque chose que je trouve bien, puisque, par exemple, dans Pokémon, c'est jamais expliqué pourquoi est-ce qu'un Pokémon doit se battre avec d'autres Pokémon. Il n'y a jamais d'explication claire là-dessus. En fait, c'est un peu cruel au final. C'est des enfants qui capturent des créatures, qui les font se battre entre elles, qui s'envoient des décharges électriques et des coups de lance-flamme dans la tronche pour le simple plaisir de leur dresseur. Et bien là, il n'y a même pas besoin de dresseur. Finalement, ils vont se foutre sur la tronche juste parce que c'est leur façon de se nourrir un peu plus. C'est le buffet, on va dire. C'est là où ils en absorbent le plus. Quand vous battez un kawaïen, vous récupérez une partie de son essence spirituelle. Un peu à la Highlander pour ceux qui connaissent, mais bref, vous avez compris un peu le principe. Mais si vous vous battez contre un kawaïen que vous connaissez bien, exemple comme par hasard, un joueur du groupe, voilà, vous êtes un joueur, vous battez contre un autre joueur, si vous faites un combat entre vous, le perdant ne donnera quasiment pas d'essence spirituelle au vainqueur. Et donc ça ne sert à rien, donc vous allez juste pas vous battre entre vous. Et le quatrième point, c'est la sagesse est partagée. Les kawaïens partagent un savoir qui est commun à tous. Exemple, le nom d'un kawaïen que tu n'as jamais vu, que tu croises au hasard dans la forêt, tu sais qu'il s'appelle Schmulubluk. Je sais pas pourquoi Schmulubluk, mais il s'appelle Schmulubluk et tu sais à quelle famille il appartient.
ce genre de choses. Tu sais aussi parler, tu sais aussi lire, tu parles et tu lis la langue des humains, notamment. Donc on peut discuter avec les humains sans faire des phases de roleplay à la Pika 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 Pikachu. Non, ça c'est non. Tu parles normal, tu parles le langage des humains. Voilà. Donc un kawaii, c'est ça. C'est une créature qui est mi-élémentaire, mi-animale et qui obéit à un certain nombre de lois. Voilà pour une petite présentation de l'univers de jeu. J'espère que c'est assez complet. Il y a vraiment beaucoup de choses dans l'ouvrage. Mais en tout cas, j'espère que ça a été assez complet pour vous faire une tête sur le jeu. Donc, l'ouvrage en soi, l'ouvrage est un livre qui existe au format impression à la demande sur lulu.com. Je vous mettrai les liens dans la description et on en parlera après. Et aussi disponible en PDF. Et moi, c'est cette version PDF que je vais vous présenter. L'auteur, Michael Ryers, est un auteur francophone et le livre est écrit en français. Et en plus, en bon français, j'ai pas vu de faute et de choses comme ça. Il y en a peut-être, je suis pas un expert en orthographe, mais moi, ça m'a absolument pas gêné. L'ouvrage est très bien présenté, très bien écrit. Voici un exemple de la maquette. Vous voyez que c'est la double colonne. Je la trouve très simple et en fait très jolie cette maquette. C'est simple, c'est sobre, double colonne, un petit fond bleu comme ça, les titres en rouge foncé. Mais quelque chose que je trouve extrêmement bon, l'auteur a pris soin de vous mettre en place des petits blocs de texte en résumé avant les chapitres qui sont un peu plus techniques pour vous expliquer dans ce chapitre-là exactement ce qu'il va y avoir et les points à retenir avant de passer au bloc en détail où là il vous fait le texte normal. Ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement bien. Autre point fort aussi, c'est que le PDF est entièrement avec des marque-pages, j'ai envie de dire bookmarqué, mais ça va faire un vilain anglicisme. Mais voilà, il y a des marque-pages partout, donc vous pouvez juste dans votre liseuse arriver à l'endroit que vous voulez. Et il a même pris le soin de mettre les liens dans le texte, donc dans la table des matières, l'index, etc., etc. Vous cliquez là où ça vous intéresse, puis hop, vous y allez directement. Ça marche très bien, c'est très fluide, bref, c'est vraiment parfait. Et certains grands studios devraient prendre exemple sur Michael, qui en est à son premier jeu et qui a l'air déjà de savoir mieux faire un PDF que... Voilà, parce qu'après ils viennent vous dire que ça prend trop de temps de faire ça. Lui, il l'a fait tout seul. La seule petite critique que j'ai à faire sur la version PDF, je répète, c'est la version PDF. Je vais vous montrer le mien à l'écran pour que vous compreniez bien de quoi je parle, parce que je ne connais pas votre écran et que ça devrait mieux passer à travers ma caméra. Voilà, nous avons des tableaux, des petits encarts comme ceci. Et si Mickaël regarde cette vidéo, il va se dire mais c'est absolument pas le bleu que j'ai utilisé. Et en fait c'est vrai. Euh, c'est un défaut qu'on a souvent dans matière de maquettage, etc. Quand il y a une version papier, une version PDF, on met une couleur et on se dit elle va sortir pareil partout. Mais en fait c'est faux. Les tablettes, un peu de mauvaise qualité, je l'avoue, c'est peut-être un peu moi, c'est pas vraiment une grosse critique que je fais là, un gros point faible que je soulève, mais les tablettes un peu de mauvaise qualité comme celle-ci qui me sert vraiment qu'à lire du PDF, ont un écran qui est parfois un peu bof. Et les calibrages n'étant pas faits pareil, sur mon écran de tablette et mon écran d'ordinateur, ça ne ressort absolument pas pareil. Quand j'ai lu le PDF, je me suis dit, ah vache, il a utilisé une couleur vachement flashy, ça m'abîme les yeux. Et quand je l'ai ouvert la première fois sur mon ordinateur, je me suis dit, ah c'est pas du tout le même bleu en fait, c'est absolument pas le même. Donc soit c'est mon ordinateur qui a un problème, soit c'est ma tablette, mais ce bleu là est vraiment pas bon. Et il y a aussi d'autres encarts que je vous mets ici. Encarts dans la création de personnages, etc., avec des couleurs un peu marron, etc. Moi, c'était quasiment illisible. Le contenu des cellules, je le voyais quasiment pas. J'exagère un petit peu, j'ai grossi, puis j'ai réussi à lire le texte. Mais voilà, les cellules avec des fonds marrons et le texte noir dedans, sincèrement, c'était compliqué. Autre point faible du PDF, c'est que celui-ci a été créé, imaginé, pour être affiché dans un livre. Ou alors en mode de double page. C'est-à-dire que vous prenez votre PDF sur certaines liseuses, vous pouvez mettre 2 pages côte à côte comme ça. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un point faible? C'est qu'il y a un tableau dans la création de personnages notamment, je vous le mets ici. Regardez ce que ça fait en PDF si je déroule. Mon tableau est coupé en deux. Parce que normalement je devrais avoir page gauche, page droite, avec du texte en continu. Alors déjà ça va pas forcément être très pratique, j'imagine en tout cas avec les bords du livre qui doivent faire un joli rebond. Mais bon, en tout cas là, j'ai mon tableau comme ça. Et donc je commence ma phrase là, je change de page pour aller continuer ma phrase. Et ça, c'est juste une fois dans le livre sur à peu près 4-5 pages parce que c'est un tableau de personnages pré-tirés. Enfin, c'est l'encyclopédie des Kawaïens.
Et c'est quelque chose que je trouve assez dommage et bon, c'est un bémol du PDF. Mais c'est le seul bémol du PDF qu'il y a. Tout le reste, je trouve ça très très bien. Un point fort qui peut être aussi considéré un petit peu comme un point faible, ce sont les illustrations. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un point fort et pourquoi est-ce que je dis que c'est un point faible? Alors tout d'abord, il faut savoir que l'auteur ayant aussi édité son jeu, c'est possible que Michael se soit dirigé vers des illustrations libres de droit. Il y a les illustrateurs qui sont notés en début d'ouvrage, mais je ne sais pas si ce sont eux qui sont des commandes ou si il a simplement pioché dans leur banque d'images, ou s'il leur a acheté un droit d'exploitation, etc. J'en sais rien. Mais en tout cas, franchement, les illustrations, bravo Michael, parce que ce genre d'illustration-là, je les trouve absolument magnifiques. Ces genres-là, j'aime pas. Mais ça, c'est un goût personnel. Guerrier Hérisson, etc. C'est vraiment des illustrations que moi, je n'aime pas. Mais l'art, c'est subjectif. Vous allez peut-être préférer, vous, celle-ci et pas ce genre-là. Mais bon, ça, c'est les goûts de chacun. Voilà. Mais majoritairement dans le livre, il y a ce genre d'illustration-là. Et je les trouve vraiment très très belles. Et ça donne vraiment une patte à ton univers, Michael, à l'univers de l'auteur. Je trouve ça vraiment très très bien. Mais là où je dis que c'est un peu un point faible, c'est que par exemple, on vous dit que les villes ont un niveau technologique d'environ, nous, 1940. Elles ont une ou deux voitures par village, les habitants ont la radio, l'électricité pas forcément partout. D'accord. On vous dit aussi que la capitale est mieux lotie en termes de technologie que les autres. Ok, d'accord, très bien. Mais quand je vois ce genre d'illustration, si c'est une commande qui a été faite, évidemment, si elle répond aux attentes de l'auteur, je comprends pas trop parce que là, on est clairement pas en 1940. Même si c'est la capitale, je veux dire, c'est vraiment la ville, quoi. On dirait plus 2015-2020 que 1940. Donc, bon, ça c'est un mini point faible, mais encore une fois, il ne s'applique pas. Ce point faible ne s'applique pas si ce n'est pas des commandes. Si c'est une banque d'images dans laquelle a pioché Michael, il a fait ce qu'il pouvait. Et puis, franchement, bravo, parce qu'avoir une telle cohérence dans un livre avec que des images issues de banques d'images, c'est vraiment un exploit en fait. Et sincèrement, bravo là-dessus. L'autre point qui, pareil, ne s'applique pas si c'est une banque, etc., c'est la taille des kawaïens. Alors, la taille des kawaïens, on vous dit qu'un kawaïen va faire 1m50, un peu moins d'1m50 et 60 kg en étant adulte. Alors d'accord, mais moi ce que j'ai pas réussi à comprendre, c'est est-ce que ça s'applique à tous? Est-ce que Carotte and Roll va faire 1m50 et 60 kg? Ah, parce que là, sincèrement, j'aimerais beaucoup voir ça. Une carotte d'1m50 pour 60 kg, je peux comprendre qu'ils étaient terrifiés les humains pendant un bon moment. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Et je reviens aux illustrations. Pourquoi est-ce que je disais que c'était un petit peu un point faible? C'est par exemple, on vous dit que certains kawaïens ont une ultime évolution au niveau 10, que le jeu va jusqu'au niveau 10, ont une ultime évolution et qu'ils peuvent atteindre la taille d'un éléphant ou d'une girafe et plusieurs tonnes. Ok, très bien, d'accord. Et on me dit un peu comme cette illustration, et là, je me retrouve avec celle-ci. Et je me dis, mais c'est beaucoup plus grand qu'un éléphant, ça, ou qu'une girafe. Il y a aussi celle-là, où là, il y a carrément les tentacules, voilà, ça me fait penser un peu à mon t-shirt. Ok, mais là, c'est vraiment trop grand. Trop grand dans la limite de l'injouabilité. Enfin, je veux dire, cette créature-là, pour bouger, ça doit être quelque chose. Quand elle arrive en ville, les gens changent de trottoir. Hein. J'aime autant vous le dire. Michael, si jamais tu regardes cette vidéo, j'aimerais beaucoup que tu me dises si ce sont des illustrations de commandes ou si ce sont des illustrations prises dans une banque d'images ou si tu as payé un droit d'utilisation. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup de savoir ça et ça répondrait à beaucoup de mes questions. Voilà un peu pour mes critiques en termes d'illustration, etc. et de mise en page. Le reste est vraiment très très bien. Sinon, qu'est-ce que vous allez y trouver dans ce livre? Vous allez y trouver une présentation de l'univers, vous allez y trouver les règles de base, vous allez y trouver les règles avancées qui contiennent aussi la création de personnages, parce que la création de personnages, sincèrement, il y en a quand même déjà pas mal de fournis, les kawaïens. Si vous voulez vraiment créer le vôtre, ça demande un petit peu de temps, donc je trouve ça très bien de la part de Michael de les avoir mis dans la création, dans les règles avancées. Ça permet de ne pas s'encombrer de ça auprès des enfants, etc. C'est vraiment très très bien. Vous allez aussi avoir l'explication du système de combat. Je reviens pas sur le système de jeu parce que vous allez avoir une vidéo dédiée sur le système de jeu par la suite.
Mais pour vous le résumer rapidement, vous avez un D20, vous avez une caractéristique, vous lancez votre D20, il faut faire en dessous de cette caractéristique pour réussir l'action. C'est très simple et ça marche très bien. Ensuite, vous avez une présentation vraiment de l'univers, les éleveurs qui sont-ils, le royaume de qu'est-ce qu'on fait un village typique, comment fonctionnent les Kawaïens avec les humains, voilà, comment est-ce que tout cela fonctionne. Pour conclure l'ouvrage, vous avez à la fin une campagne en 5 scénarios complète qui va guider vos joueurs, enfin vous et vos joueurs, vers découvrir les secrets du monde et apporter une conclusion à toute cette histoire. Et vous retrouvez en cadeau bonus, on va dire, une annexe qui va vous permettre de jouer en mode arène, donc c'est en gros du PVP. Si vous voulez vraiment faire du Pokémon Stadium, et ben, c'est dans le mode arène qu'il faudra aller. Et on terminera sur les feuilles de personnages que je vous mets ici. Et les feuilles de personnages pré-tirées. Donc ça ressemble à ça. C'est une feuille de personnage qui est très claire, très fonctionnelle, que je trouve vraiment très bonne. Bien, maintenant qu'on a abordé tout ça, dernière partie, il est temps de parler un petit peu des points qui m'ont dérangé du jeu. Alors, le point principal, et en fait le seul, hormis la navigation dans le PDF avec le tableau coupé ou les illustrations qui m'ont posé question, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, le plus gros point qui m'a vraiment dérangé, c'est les allusions à Pokémon. Alors, oui, d'accord, le jeu est inspiré de Pokémon, il n'y a pas de problème, mais je trouve ça dommage, après le travail qui a été fait pour corriger un petit peu les faiblesses de Pokémon et expliquer les choses et faire un univers finalement qui n'a pas grand-chose à voir avec Pokémon, que l'auteur fasse des allusions constantes à Pokémon. Et bien, je trouve ça dommage, j'aurais préféré qu'il prenne le concept de base, puis crée son monde, et puis la comparaison s'arrêtait là. Mais là, quand on me dit, ben, tu vas aller voir le professeur Châtaignier, ben, professeur Chêne, professeur Châtaignier, vous voyez ce genre de référence, où les éleveurs ont une chanson, on vous met la chanson dans le livre, et c'est le générique de Pokémon, mais avec des paroles détournées. Voilà, quand je dis professeur Chêne, Châtaignier, tout ça, ce qui me dérange un peu, c'est que ça commence à faire un petit peu parodie de... ça commence à faire un peu parodie de Pokémon et ça me dérange parce que le monde qui nous est présenté est pas du tout parodique, c'est pas du tout alors c'est pas ultra sombre, mais je veux dire par exemple les éleveurs sont assez hard quoi, donc il y a quand même un décalage de ton qui moi m'a un peu sorti de ma lecture par endroits. Voilà, c'est pas la Team Rocket, c'est l'équipe fusée. Bah voilà, j'ai compris que c'était une allusion à Pokémon. Bon, par contre, je vais contrebalancer avec une super blague, page 210, celle avec les laborantins. Moi, voilà, j'ai explosé de rire, je vous le dis clairement, c'est puéril, mais laborantin ou laborantine, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très 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 drôle. Voilà, c'est le seul point vraiment qui me dérange de l'ouvrage, ce sont les allusions constantes à Pokémon. Moi, je trouve simplement que ça aurait été mieux de sortir complètement le jeu de référence à Pokémon, et le jeu se suffit en soi, en fait, il n'a pas besoin d'être tout le temps comparé à autre chose. Voilà un petit peu pour, en fait, au final, la seule critique que j'aurais à faire, c'est vraiment cette histoire de Pokémon. Voilà, maintenant, où est-ce qu'on trouve ce jeu, si jamais il vous intéresse? Eh bien, Kawaïen, vous allez pouvoir le trouver sur lulu.com, qui est un site d'impression à la demande. Dans la boutique directement de l'auteur, vous allez trouver le livre normal, celui avec cette couverture-là, et le livre des joueurs, qui est celle-ci. Alors attention, vous n'avez pas besoin d'acheter les deux. Moi j'ai acheté les deux parce que je voulais voir la différence, mais vous n'avez pas besoin d'acheter les deux. Techniquement, vous avez juste besoin d'acheter celui-ci. Celui-là, le guide des joueurs, lui ne contient vraiment que les parties sans spoil en fait. Parce qu'il n'y a pas les secrets de l'univers, vous n'avez pas les scénarios, et tout ça c'est une version allégée du livre que vous pouvez passer à vos joueurs sans qu'ils se spoilent complètement. Ça c'est d'ailleurs une excellente idée de la part de Michael. En plus les couvertures sont vraiment magnifiques. Donc magnifique idée de Michael, merci à toi. Donc, au niveau des prix, et c'est là que ça se gâte un petit peu, parce que lulu.com, c'est tellement cher, c'est malade. En tout cas, pour nous au Canada, c'est vraiment très très cher. La version papier de ce livre-là, je regarde mes notes en même temps, je suis désolé, je regarde en bas. Il vous en coûtera 56,56 $ pour le livre complet, plus frais de port, plus taxes, etc. etc. Mais 56,56. Moi, j'ai clairement trouvé ça un peu trop cher pour mon budget pour un jeu que je voulais découvrir. Donc j'ai préféré la version PDF qui m'en aura coûté 12,81. C'est déjà beaucoup plus abordable. Le livre des joueurs, lui, est à 27,27 $ et le PDF est à 5,45 $.
Les livres, si je me fie à la vidéo qu'a fait le vieux geek sur sa chaîne à lui, je vous encourage d'ailleurs à visiter sa chaîne, vous allez avoir un livre dans ce format-là. Bon, là, c'est pas du tout kawaii, c'est pas Léo Mythique, on en parlera plus tard de celui-là, mais c'est un livre de petit format comme ça, à couverture rigide, si je m'en fie encore une fois à la vidéo de vieux geek. Et d'ailleurs, merci les éditeurs, faites plus de livres dans ce genre-là. C'est beaucoup plus simple à lire que les gros pavés comme ça, là, voilà. C'est beaucoup mieux des petits formats. À couverture rigide, c'est génial. Voilà au niveau des formats, voilà au niveau des prix, ça se trouve sur lulu.com. Le qui qu'en parle. Alors, qui qu'en parle autre part sur le net. Vous avez donc Vieux Geek qui a fait une vidéo complète aussi dessus. Je vous encourage à visiter la vidéo et même sa chaîne. Vous allez découvrir des trucs là-dedans. C'est malade. J'ai jamais vu quelqu'un lire autant de jeux de rôle aussi vite. Clairement, je ne tiendrai jamais la comparaison. Finalement, en conclusion de cette vidéo, est-ce que je vous encourage à découvrir Kawaii 1? Eh ben oui, un grand oui. Bravo Michael pour ton premier jeu, bravo pour le travail que tu as fait. C'est vraiment très très plaisant à découvrir, à lire et je pense même à faire jouer. Je ne l'ai pas encore fait jouer, mais clairement la partie est prévue avec ma fille. Non, vraiment, c'était vraiment super à lire. Bravo pour ça. Je vous encourage tous à découvrir si c'est le genre de jeu qui peut vous plaire. Donc, à qui ça s'adresse? Soit à des débutants complets, soit à des gens qui veulent faire jouer leurs enfants ou qui veulent faire découvrir le jeu de rôle à d'autres personnes qui aimeraient un petit peu les univers style Pokémon. Mais en tout cas, c'est vraiment très plaisant. Même des gens qui n'ont pas forcément 5 heures devant eux pour faire une partie et qui aimeraient faire un jeu dans ce style-là. Non, vraiment, c'est vraiment très très bien pour un premier jeu. Bravo à toi, Mickaël. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Sinon, vous allez avoir la vidéo dédiée au système de jeu dans une vidéo séparée. Comme ça, on fera l'exemple de partie, etc. Dans cette vidéo-là. Et dernier point, et non des moindres, pour conclure cette vidéo, il faut savoir que le livre est préfacé par Isler Dargol. Isler Dargol, c'est JB de la chaîne Podcast Anonyme, mais c'est aussi surtout le papa de Coureur d'Orage et de La Cité Sans Nom, qui sont d'ailleurs tous les deux disponibles sur lulu.com. Coureur d'Orage, c'est un jeu style D&D, on va dire. Et La Cité Sans Nom, c'est un settings de fantasy. C'est vraiment très particulier comme univers. Je vous encourage aussi à découvrir ça. Et pour conclure la boucle, Vieux Geek a aussi fait une interview d'Isler Dargol pour ces différents jeux si ça vous intéresse. En tout cas, moi je vous encourage à découvrir Kawaii 1, à découvrir la chaîne du Vieux Geek, à découvrir la chaîne du podcast anonyme, les jeux d'Isler Dargol et à suivre Michael dans ses prochains jeux si jamais il en fait. En tout cas, moi Michael, j'ai vraiment adoré ton jeu et j'espère que tu nous en feras d'autres dès comme ça. En attendant, n'oubliez pas que vous ne pourrez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!